Bonjour tout le monde, ici Daniel Martel. Je vous souhaite la bienvenue à la partie 4 du cours de programmation assembleur. Aujourd'hui, on va regarder les sous-routines et on va faire une introduction aux interruptions. Commençons par les sous-routines. Je vais faire référence au programme de clignotant d'aile qu'on a utilisé précédemment et je vais faire aussi référence à la routine de délai de 1 seconde qu'on a vue dans la leçon précédente. Alors, vous êtes probablement douté que pour faire fonctionner le clignotant à DEL avec délai, on devra insérer la routine de délai qu'on a déterminée ensemble dans le cours précédent dans le programme. Alors, je vais juste faire un retour rapide sur le programme de clignotant de DEL juste ici. Alors, au tout début, ici, on vient donner les équivalences pour nos étiquettes au niveau des adresses. Ici, on vient préparer notre port A pour être une sortie en poussant 0,0 dans Trisa. Et puis, finalement, ici, on vient pousser la valeur 1 binaire dans notre port A ici. Enfin, on vient initialiser le port, la bit 1 pour faire allumer notre DEL. Alors, c'est ici, à cet endroit-là, qu'il faut venir insérer notre programme de délai. Alors, notre routine de délai est juste ici. Alors, on vient l'insérer à cet endroit-là ici. La partie du haut ici, comme c'est une partie préparatoire, elle, on va tout simplement la glisser en haut avec l'autre ici. On n'a pas besoin de venir l'insérer à cet endroit-là. Notre DEL est allumé, reste allumé pendant 1 seconde. Quand cette partie-là est finie d'exécuter, on vient pousser 0,0, donc on vient éteindre notre DEL et c'est le moment de pousser encore une fois un autre délai d'1 seconde. Alors on répète cette étape-là ici et on vient pousser encore une fois cette série d'instructions-là où on vient insérer cette série d'instructions-là dans notre programme. Alors vous pouvez visualiser que notre programme vient d'être alourdi là, à 2 reprises par cette routine de délai-là. Si vous le faites comme ça va fonctionner très bien, il n'y a aucun problème. Cependant, vous pouvez utiliser une alternative qui s'appelle la sous-routine. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'insérer toutes les instructions à l'endroit indiqué, vous allez plutôt insérer une instruction qui s'appelle call, et puis dans ce cas-ci, on va lui donner l'étiquette délai. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le micro voit l'instruction call? C'est qu'il va sauter à l'instruction qui a pour étiquette délai. Donc, il va sauter juste ici et venir exécuter cette série d'instructions-là jusqu'à temps qu'il trouve l'instruction return. Très important de ne jamais oublier return. À partir du moment où il a trouvé return, ben, il va retourner exactement là où il était rendu, c'est-à-dire juste ici, et exécuter les commandes suivantes. On insère une deuxième fois ici call délai pour notre deuxième délai d'1 seconde et la même chose se reproduit. Alors, normalement, ce qu'on fait avec ces routines-là ici, c'est qu'on vient les mettre complètement à la fin du programme. Alors, tous ces blocs de routines-là, vous allez en avoir potentiellement plusieurs dans un programme. On vient les mettre complètement à la fin du programme ici, histoire de bien distinguer le programme des routines. Et vous allez probablement être d'accord avec moi qu'au point de vue de lecture, c'est beaucoup plus élégant là, de voir un call delay ici que d'avoir une douzaine d'instructions insérées. Ça rend le tout plus facile à lire et vous n'avez pas besoin de répéter les codes continuellement. Vous l'écrivez une fois, c'est une sous-routine et à chaque fois que vous avez besoin de sous-routine-là, vous avez juste à faire call avec le nom de la sous-routine et vous y êtes. Alors voici le fonctionnement d'une sous-routine. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais vous peinturer, avant que je passe à ma prochaine étape, je vais vous montrer dans le tableau des instructions ici, les deux instructions comme telles. Alors, on a l'instruction call qui est juste ici et l'instruction return qu'on retrouve juste ici, qui se trouve à être deux instructions qu'on vient de couvrir aujourd'hui, call et return. Maintenant, regardons le scénario suivant. Imaginons que vous avez une série d'échantillons. Dans ce cas-ci, ici, j'ai mis 6 échantillons, échantillon 1 à 6, et chacun de ces échantillons-là a une masse respective, 66, 81 grammes, 61 grammes, ainsi de suite. Et ce que vous devez faire, c'est, vous avez une variable qui s'appelle masse, et cette variable-là, ici, il faut lui donner la valeur correspondant à l'échantillon.
Donc, à un moment donné, dans votre programme, vous devez dire, OK, maintenant je travaille avec l'échantillon 3, je dois changer ma valeur de masse pour la valeur de l'échantillon 3 qui est 71 grammes. Alors, voici à quoi ressemblerait l'algorithme si on devait écrire les codes de ça. Il faut dire, est-ce que l'échantillon est égal à 1, oui ou non? Non, c'est pas égal, donc je descends ici. Est-ce que E égale à 2? Non, donc je descends ici. Est-ce que E égale à 3? Oui, donc je passe ici et ma masse est égale à 71 grammes. Là, il faudrait écrire le code parce qu'il n'y a pas de façon de faire un choix multiple en une seule étape. Il faut vraiment le faire une étape à la fois, là, un test à la fois, et puis quand on a trouvé le bon test, ben là, il faut écrire les instructions. Ça ici se traduirait probablement par une trentaine d'instructions là, en assembleur. C'est pas compliqué, mais c'est long parce qu'à chaque fois, là, il faut réécrire les instructions. Il y a une alternative très élégante à ce genre de problématique-là, et ça s'appelle une table. Et voici le fonctionnement d'une table. Là, je vais essayer de faire ça très simple parce que dans le fond, c'est très simple. La première étape, et ici, move F dans W, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre la valeur de l'échantillon. Supposons qu'on commence ici avec la valeur 1. Là. On vient prendre la valeur d'échantillon 1 et puis on vient pousser ça dans le registre W. C'est tout ce qu'on fait ici dans la première étape. Dans la deuxième étape, on dit call table 1. OK, on vient d'apprendre c'est quoi une table, ça veut dire que je vais sauter puis on est juste ici à cette instruction-là. Donc, maintenant, ce qu'on nous dit de faire ici, c'est ADD-WF. Alors, bien qu'on n'a pas vu cette instruction-là, c'est très simple, c'est additionner, ADD pour additionner le contenu de W et le contenu de F. F étant, ce qui est juste ici, le programme counter. Alors, le programme counter, c'est lui qui tient compte du programme et nous dit où on est rendu. Fait que le programme counter, lui, dans le fond, il va pointer ici. Il va avoir un chiffre, là, peu importe c'est quoi le chiffre, peut-être que c'est l'adresse 12, peu importe, il pointe juste ici le programme counter. Alors, ce qu'il faut faire, c'est additionner le contenu de PCL ici avec la valeur de W qui est 1. Okay? Donc, ce qui va se passer, c'est que notre prime counter qui pointait juste ici, maintenant va venir pointer une case plus bas parce qu'on fait plus 1. Hein, plus 1, le 1 vient d'ici, le 1 vient d'ici. Là, okay? Alors, notre programme counter va pointer ici. Fait qu'automatiquement, la prochaine instruction qui va être exécutée par le micro, c'est l'instruction qui est juste ici. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette instruction-là? C'est RETLW. Alors, ce que ça veut dire retourne, RET retourne, elle retourne avec la valeur 66 décimales dans W. Alors, voyez-vous? Retourne avec le littéral. Littéral, ça veut dire la valeur qui est ici. Là, je vous ai fait une petite nouveauté. Là, ici, j'ai mis un D avec des trémas. Ce que ça veut dire, c'est que ce que j'ai écrit ici, c'est pas une valeur en hexadécimale, mais décimale. D pour décimale. OK. Alors, si je retourne avec la valeur 66 dans W, fait que je retourne où? Je retourne où j'étais rendu, juste ici. OK. Et puis là, ce qu'on me dit, c'est move W dans F. Donc, W est 66. Hein? Donc, je prends 66, puis je le pousse dans masse. Puis je me retrouve avec mon 66 qui est ici. Voyez-vous, c'est une façon très simple et très élégante d'utiliser le call pour résoudre un problème à valeur multiple, à choix multiple. Je vais juste le recommencer une autre fois avec un autre exemple. Cette fois-ci, je vais prendre 4 comme exemple. OK? Alors, ce qu'on vient faire ici, c'est move W dans F. Donc, W va être égal à 4. OK? Après ça, ça me dit call table 1, je saute ici. OK? J'additionne PCL avec le contenu W, donc je fais PCL plus 4. Notre programme counter, à ce moment-là, il pointe ici. Donc, je saute 1, 2, 3, 4. Je m'en viens juste ici. OK? Et je retourne avec 75 dans W. Fait que je reviens ici. Donc, mon W, il vaut 75. OK? Et je prends mon 75, puis je viens le pousser dans la masse ici. Puis je me retrouve exactement ce que je devrais avoir ici. OK? Alors, si je passe à la diapo suivante, juste pour vous montrer ces instructions-là qu'on vient de voir. Alors, ce qu'on vient de voir ici, c'est RETLW, c'est Return with Literal W. Et ça, c'est une fonction qui est complémentaire à call, qui est juste ici. Donc, quand on a un call, et puis on s'envoie une sous-routine, on peut faire un return avec Literal W, ce qui est très pratique. Okay. On a vu aussi la commande ADD-WF qui est une addition. Puis j'ai passé, je pense que j'ai sauté par-dessus le petit NOP ici. Je vais juste retourner en arrière une diapo pour vous montrer. Vous avez probablement remarqué que pour que ça fonctionne ici, il fallait que j'aie une instruction qui avait
qu'il n'y avait pas d'opération. Parce que quand je fais mon addition ici, mon compteur, il pointe ici. Puis quand je viens faire mon plus 1, si je n'avais pas cette instruction-là, je tomberais une case trop loin. Alors le NOP ici a été inséré pour que mon compteur de programme tombe à la bonne place. Si je n'avais pas eu mon NOP ici, j'aurais eu un décalage. Alors j'ai utilisé le NOP, qui est No Operation en anglais, aucune opération en français, pour m'assurer que mon compteur de programme pointait à la bonne place, que je n'avais pas de décalage. Alors ça, c'est pour les sous-routines. Maintenant, je tombe aux interruptions. Puis les interruptions, là, je vous le dis tout de suite, c'est un sujet qui est complexe. Je vais faire une introduction seulement. Je fais seulement que vous brossez un tableau général de ce que c'est une interruption, sans rentrer trop dans les détails précis. Alors, une définition, une interruption est une procédure ou un signal qui arrête le micro d'exécuter son programme pour laisser une sous-routine s'exécuter. Alors, une interruption, ça veut dire qu'à un moment donné, il va arriver un signal ou un processus qui va arrêter le micro de faire ce qu'il est en train de faire pour le faire sauter à autre chose. Si je compare ça à une sous-routine, à quelque part dans le programme, ça dit va faire cette sous-routine-là. Donc, c'est dépendamment c'est écrit dans les instructions du programme. Une interruption, ça peut venir de l'extérieur. Ça peut être simplement, par exemple, une pin extérieure, parce que ça peut avoir différentes sources ici. Ça peut être des sources internes, comme ça peut être des sources externes. Une source externe, ça peut être le changement d'état d'une borne du micro. Alors, sur une des pins de votre micro, vous allez peut-être mettre un petit commutateur, et quand vous appuyez sur ce commutateur-là, ça le force à aller exécuter une sous-routine. Donc, c'est une interruption. Puis, ça ressemble un peu à une sous-routine, parce que dans le sens, quand vous provoquez une interruption, le micro s'en va exécuter une sous-routine. Donc, sans trop rentrer dans les détails techniques, on dit ici là, que c'est directement de la fiche technique. On dit The return address is pushed into the stack and the PC is loaded with a 04. Ce qu'on nous dit ici, là, c'est que quand on exécute une interruption, le micro va pousser dans le programme counter l'adresse 04, donc ça va exécuter l'instruction qui va avoir l'instruction 04. Et la plupart du temps, ce qu'on va mettre au 04, on va mettre un goto et on va l'envoyer exécuter une sous-routine. Donc, dans le fond, on écrit une sous-routine comme on le fait dans le programme, dans le plan d'une sous-routine, mais l'interruption, elle est forcée soit par un processus externe ou interne et va nous amener à cet endroit-là. Donc, encore une fois, c'est assez complexe ce sujet, je veux faire juste donner les généralités. Il y a un registre qui va nous aider à faire fonctionner les sous-routines. C'est le interrupt con, c'est INT-con. Et dans ce registre-là, il y a plusieurs flags. On a un flag en français, je pense qu'on dit un drapeau ou balise. Il y a plusieurs balises pour se retrouver. Je veux juste vous parler peut-être d'une ou deux. C'est comme GIE, ici, c'est le Global Interrupt Enable bit. Ça, c'est une bit qu'on vient mettre soit à 0 ou à 1 pour permettre aux interruptions d'arriver ou pas. Fait que c'est bien beau d'aller, exemple, mettre un commutateur sur une pin pour provoquer une interruption, mais il faut aussi qu'on soit allé dans ce fameux registre-là ici et qu'on ait réglé chacune des bits ici, comme GIE, qui est le General Interrupt, à la valeur 1. Parce que ce que nous dit ici, c'est que si la valeur 0, ça ne fonctionnera pas. Disable, ça veut dire que ça ne peut pas fonctionner. Okay? Si c'est à la valeur 0, ça ne peut pas fonctionner. Donc, quand on décide d'utiliser les interruptions, une des choses qu'il faut faire après avoir écrit la routine, puis avoir écrit un goto à l'emplacement 04 mémoire, il faut aller dans notre registre ici et aller sécler les différentes bits. Et puis après ça, les autres qui suivent ici, puis là, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, les autres bits qui suivent ici, c'est pour aller sécler, permettre aux interruptions d'arriver de différentes façons. Par exemple, ici, il faut regarder ici, là, RBIE, là, c'est Port Change Interrupt Enable Bit. Ça, c'est si on met cette bit-là à 1, on va permettre d'exécuter une interruption s'il y a un changement de niveau logique sur certains ports d'entrée de notre interface. Alors,
Il y a beaucoup d'informations qui existent sur les interruptions. C'est un sujet qui est un peu plus complexe. Je vais probablement faire un autre cours dédié juste à ça. Mais aujourd'hui, je voulais vous donner assez d'informations pour que vous sachiez c'est quoi interruption, puis où regarder. Je vous conseille probablement d'aller jeter un coup d'œil dans la fiche technique, dans le datasheet du micro que vous utilisez, et d'aller lire le chapitre sur les interruptions ici. Sur ce, je vous dis merci de votre attention pour aujourd'hui et je vous souhaite à bientôt.